Alors, il faut toujours déjà commencer par lever l'ambiguïté sur ce que représentent les calottes polaires, parce qu'il y a, dans le langage, il y a une ambiguïté entre la glace de mer et la glace de terre. Donc, quand vous parlez des calottes polaires, moi je pense aux glaces de terre, donc qui reposent sur un socle rocheux. Donc en Arctique, c'est principalement le Groenland, et en Antarctique, c'est principalement l'Antarctique, bien sûr. Et ces régions-là sont entourées de glaces de mer, surtout l'Antarctique, qui joue un rôle important dans l'évolution, bien sûr, du climat et de ces régions-là. Mais la glace de mer, elle fait 1 mètre d'épaisseur, et la glace de terre, elle peut faire jusqu'à 4 kilomètres d'épaisseur. Donc c'est une différence fondamentale. Alors l'Antarctique, pour moi, c'est un petit peu le gorille dans la maison, parce que ça représente presque 60 mètres de montée de niveau des mers si on faisait fondre tout l'Antarctique, alors que le Groenland, c'est plutôt 7 mètres. Donc il y a un facteur 10 entre les deux. Le Groenland est un petit peu excentré du pôle Nord. Pour ceux qui savent pas où sont le Groenland, il y en a. Il est un petit peu plus bas en latitude. L'Antarctique, bien sûr, est centré complètement sur le pôle Sud. C'est un continent. Il a son propre régime climatique, en quelque sorte, et il a un rôle très important sur toute la planète. Donc, les thématiques de cryosphère sont importantes en Arctique, parce qu'il y a beaucoup de monde qui y habite. Il y a le Groenland. Mais d'un point de vue scientifique, je crois que le point le plus important de la planète, ça reste l'Antarctique. Les satellites ont complètement révolutionné ce qu'on connaît sur les calottes polaires avant les années à peu près 90, avec les premières missions très précises, notamment ERS, la mission de l'ESA. On ne savait absolument rien. Les théories fusaient un peu dans tous les sens. Au Groenland, l'idée c'était que les neiges augmentaient un petit peu, et que la fonte s'accélère un peu sur les côtés, mais il y avait pratiquement pas d'observation. Et en Antarctique, les modèles suggéraient que dans un changement de climat, un réchauffement de climat, on aurait plus de précipitations, qu'il n'y aurait aucune fonte, donc le continent allait grandir. Les satellites nous ont montré que c'est tout faux. Et ça a commencé dans les années 90 avec des mesures altimétriques, dans des mesures de hauteur de la neige, et puis des mesures interférométriques, c'est un peu ce que j'ai fait moi, c'est les écoulements de glace. Pour vous donner une idée, on avait quelques mesures de vitesse de glacier dans les années 90, mais peut-être 1 ou 2 points par glacier. Beaucoup de glaciers qui n'avaient jamais été observés, et en quelques années, on a pu faire une étude complète de tous les glaciers du Groenland et de l'Antarctique par rapport à l'OPA. Donc, c'est le jour et la nuit. Donc ça, c'était connu un peu depuis, je dirais, les années 60, les grandes parties sur l'Antarctique. L'Antarctique Ouest, qui est plutôt un archipel avec des élévations un peu plus basses. Et si on enlève la glace, il reste que quelques îles. Donc la plupart des bassins sont ce qu'on appelle des bassins marins. Quand la glace part, c'est remplacé par l'océan. Donc le socle rocheux est en dessous du niveau de la mer. Et l'Antarctique Est est un peu plus haut en élévation, un peu plus de terre émergée, mais quand j'ai commencé un petit peu ces thèmes de recherche, l'idée c'était que l'Antarctique Est est immuable, il est très stable, et plus les recherches avançaient, plus on s'est aperçu que là aussi, c'est tout faux. Le schéma de déstabilisation de l'Antarctique Ouest, il est connu depuis les premiers sondages dans les années 60, en fait, où on s'est aperçu que le socle rocheux était 3-4 kilomètres en dessous du niveau de la mer. C'était énorme. Donc les gens qui ont fait ces mesures les ont refaites plusieurs fois pour être sûrs. Ce qui voulait dire que quand ces glaciers se retiraient, ils étaient poursuivis par la mer. Des théories assez simplistes, mais rigoureuses quand même, montraient que dans des configurations comme ça, où le socle rocheux devient plus profond à l'intérieur, si les glaciers commencent à se retirer, il y a des phénomènes de feedback, de rétrodiffusion. Rétroaction, qui font que la retraite ne peut plus s'arrêter jusqu'à que tout glacier devienne une partie flottante. Donc l'Antarctique Ouest, il est particulièrement vulnérable parce que au centre, c'est vraiment plus profond. L'Antarctique Est, c'est plus, faut regarder les différents bassins. Mais donc l'idée de base, c'est que si ces glaciers sont dans des positions stables et qu'on les touche pas trop, ça peut rester comme ça. Ils peuvent rester ancrés sur des promontoires rocheux, par exemple, ou des moraines qu'ils ont poussées. Mais si on les déstabilise, il y a une chance que
le phénomène soit un petit peu irréversible. Ils vont continuer à se retirer très très loin. Après toutes les études qu'on a fait par satellite et puis les campagnes aéroportées, on avait fait une annonce à la NASA en 2014 en disant que pour nous, ce qui se passait dans la mer d'Amundsen, c'était un phénomène irréversible, qu'on voyait pas tellement qu'est-ce qui pourrait arrêter cette retraite. Alors pour le moment, les glaciers se retirent à 1 km par an. Peut-être pour nos auditeurs, ça a pas l'air énorme, mais les glaciers alpins se retirent plutôt de quelques kilomètres par siècle. Donc des vitesses de kilomètres par an, c'est les vitesses de retrait les plus rapides au monde. Complètement fou. On est complètement écrasé par la géométrie, même en avion. La première fois que j'ai survolé Pine Island, on a mis 10 minutes à traverser le front du glacier. On perd un petit peu le sens de perspective avec les images satellites. Les images satellites, par contre, nous permettent de regarder partout en Antarctique. On n'a pas besoin d'y mettre pied. Ça, c'est la révolution. Mais par rapport au glacier alpin, non, c'est inimaginable. Quand vous êtes sur le glacier, vous avez aucune idée d'où vous êtes. Pour l'Antarctique Ouest, le secteur de Pine Island, Thwaites, Pope et les quelques autres, c'est 1,2 mètre de hausse du niveau des mers. Mais si ces glaciers se retirent, ils vont aussi commencer à rentrer dans les autres bassins et entraîner la disparition de toute la partie marine de l'Antarctique Ouest. Ça fait 3 mètres de montée de niveau des mers. Ça, c'est juste un gros bassin d'Antarctique. Et maintenant, il y a les bassins d'Antarctique Est qui sont aussi en train de bouger, moins vite. Mais le secteur qu'on regarde plus particulièrement, Wilkes Land, qui est du côté de la station française d'ailleurs, c'est 12 mètres de montée du niveau des mers. Donc c'est un petit peu le spectre scénario catastrophe. Dans ce cas-là, si ces bassins commençaient à se retirer assez vite. Au début de toutes ces études satellites et puis aussi des campagnes aériennes, on avait tout faux parce que les modèles ont traité ces calottes un peu comme des glaçons figés, sans trop de dynamique, avec un couplage avec l'atmosphère et absolument aucun couplage avec l'océan. Il y avait quand même certains modélisateurs qui reconnaissaient que l'océan pouvait être un gros facteur, mais on ne savait absolument rien sur les taux de fonte. Où est-ce que ça se passait? Quelle était la température de l'océan? Rien. Les recherches de ces 20-30 dernières années ont montré que c'est peut-être le facteur principal, en fait. Les changements atmosphériques sont importants, bien sûr, mais pas prédominants, surtout en Antarctique. Donc là, on parle de la température de l'eau autour des glaciers, le fait que c'est de l'eau salée, bien sûr, faut pas oublier, ça baisse le point de fusion. Et ce point de fusion aussi, il change avec la pression. Donc, quand on est très en dessous du niveau de la mer, c'est encore plus facile de faire fondre la glace. Donc ça, c'est la grosse dynamique qui influe ces glaciers. Et les modèles ont beaucoup de mal, même encore aujourd'hui, à reproduire ça, parce que c'est pas un réchauffement de l'eau de l'océan lui-même, c'est lié à des changements de courant, lié à des changements de circulation atmosphérique autour du Groenland et de l'Antarctique. Des choses que les modèles dans les années 80-90 étaient incapables de reproduire. Il faut beaucoup plus de résolution, de détails. Et même encore aujourd'hui, c'est un sujet de travail. L'océan a une capacité thermique énorme. Hein. Je fais souvent l'expérience dans mes classes des sciences de la Terre avec un ballon rempli d'eau et un ballon rempli d'air. On met une flamme sous le ballon rempli d'air, il pète tout de suite. Et celui rempli d'eau, il ne pète pas, parce que l'eau est capable d'absorber toute cette chaleur. Donc en gros, l'océan qui arrive sur les glaciers, il a une source de chaleur énorme. C'est jamais le problème de dire est-ce que l'eau est suffisamment chaude pour faire fondre le glacier. Ça fera toujours fondre le glacier. Plus elle sera chaude, bien sûr, plus ça va aller vite. En quelque sorte, à niveau de montée des mers actuelle, il est embêtant, mais il n'est pas catastrophique, on peut y faire face. Là, la période à laquelle vous faites référence, le niveau des mers montait de 4 mètres par siècle. Là, on est un petit peu sur un parcours qui peut se terminer à 1 mètre par siècle. Donc, on parle de quelque chose de 4 fois plus rapide. Oui, si on prolonge les courbes, les tendances actuelles, c'est 1 mètre par siècle. Ça va aller jusqu'à 1 mètre. Pour le moment, c'est du 3-4 millimètres par an. Hein. Donc, c'est pas du tout la même tendance sur le siècle. C'est à 30-40 centimètres. On va vers le mètre par an. Et ces événements du passé montrent que ça peut être de plusieurs mètres par an. Donc, pour l'adaptation... Plusieurs mètres par siècle. Par siècle, pardon. Donc, plusieurs mètres par siècle, c'est beaucoup plus compliqué pour l'adaptation des populations, bien sûr.